l'histoire de l'art à l'histoire, il n'y a qu'un pas que je vais vite franchir et que d'ailleurs j'essaie de franchir pour cette nouvelle thèse puisque en fait il s'agit de ma deuxième thèse. Et oui, il y en a qui sont masochistes. Voici un exemple. Donc cette deuxième thèse qui pourrait être justement un exemple pour étudier les objets en histoire. Comment fais-je pour changer? Ah, merci. Les objets en histoire. Donc au-delà de ma petite problématique, c'est quand même quelque chose qui peut en intéresser d'autres. Donc le propos, comme pour toute recherche, évidemment, c'est de constituer un corpus avec toutes les difficultés que ça entraîne. Comment constituer un corpus quand on veut parler d'objets? C'est là tout le propos donc, de ce petit challenge. Donc 7 minutes, j'ai envie de dire 7 problèmes. Le premier, oui, bah, déjà ça serait de maîtriser l'informatique. Et ensuite, l'unité de lieu. Alors oui, en fait, j'ai beau être en dernière année, donc je commence la rédaction. Finalement, j'ai fini de délimiter mon corpus il y a très très peu de temps. Et donc tous ces problèmes sont des vrais problèmes hein, que je me suis posés. Quand je parlais, moi, de la couronne d'Aragon, pour délimiter mon sujet, je me suis quand même rendu compte que vers le XIVe siècle, il y avait une telle expansion, je ne pouvais quand même pas aller dans toutes les archives et tous les musées, jusqu'à Naples, hein, qui avait été en 1442, etc. Ça faisait beaucoup trop. Donc j'ai dû restreindre. Donc vraiment, premier souci, l'unité, oh là là, décidément, l'unité de lieu et l'unité historique. Et puis ensuite, quand on parle d'objets, de quels objets on parle? Oui, parce que moi je parle du Moyen-Âge. Mais est-ce qu'on considère du coup les objets tels qu'on pouvait le concevoir à l'époque, c'est-à-dire quelque chose dépourvu d'âme? Et dans ce cas-là, pourquoi pas les esclaves, les animaux, je vais faire hurler les gens? Ou alors les objets aujourd'hui? Bon ben là, je suis partie de la définition, on va dire, plutôt actuelle. Et ensuite, vous allez voir après dans la suite, ce sera plus intéressant, pourquoi je fais la distinction entre objet concret et objet théorique, justement pour la constitution du corpus. Ouf, j'ai enfin réussi à changer de page. Troisième problème, quelle source? Alors évidemment, en histoire, on aime bien parler de ça, les sources. Où est-ce qu'on va chercher l'information? Quels vont être finalement les documents qui vont être les supports d'analyse? Et donc, quels documents je vais mettre dans mon corpus? Là, je vous ai mis une photo de musée et une photo de livres et puis d'archives. Donc, logiquement, parce qu'il vient à l'esprit quand on est en histoire, c'est d'abord les archives quand même. Et ensuite, venant d'histoire de l'art, les musées semblaient aussi, on parle d'objets, pourquoi pas les objets survivants dans les musées. Et parmi les objets qui sont dans les musées, il y en a qui sont donnés, et il y en a d'autres qui viennent de fouilles archéologiques. Sauf que, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fichu corpus? Est-ce qu'on peut tout mettre? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème de l'accès et aux documents, et quand je dis documents, il peut y avoir les objets eux-mêmes, et aux informations. Donc là, tout directement, les objets qui avaient été donnés dans les musées, on sait vaguement qui sont du Moyen-Âge, des choses comme ça, il va falloir les enlever parce qu'on n'a pas assez, on n'a pas la traçabilité finalement, un peu quand vous achetez votre viande, vous voulez savoir si c'est du charolais ou voilà. Bon, moi c'est pareil pour mon corpus. Ensuite, il y a un problème par rapport aux objets issus de fouilles. Parce qu'ils ne sont pas non plus forcément accessibles. Donc finalement, les musées, c'était un bon critère, parce que ceux-là, au moins, on les voit, c'est tangible, il y a des fiches. Mais si on voulait étudier tous les objets issus de fouilles, par exemple, les fouilles de Perpignan, les objets sont à Villeneuve-les-Béziers, hein, mais on ne les voit pas. Donc pareil, les rapports, des fois, sont avec beaucoup de délais. Bon, là, je suis en train de dépasser un peu le temps imparti. Donc ça, pour dire, vraiment, c'est très important. C'est ce qui va déterminer, finalement, vraiment, si c'est viable ou pas pour un corpus. C'est cet accès aux documents et aux informations. Donc je suis restée sur l'idée des objets issus de fouilles archéologiques et exposés dans les musées. Ça, c'est pour la partie matérielle. Maintenant, cinquième problème, quelles sources écrites? Parce qu'en histoire, quand même, c'est les sources écrites qu'on va surtout privilégier. Alors je vous ai mis en 2 mots sources directes et sources indirectes. On peut avoir accès directement aux documents, des archives. Quand on s'intéresse aux notaires ou aux rois, les actes royaux, on peut aller aux archives de la couronne d'Aragon, on peut aller aux ADPO juste à côté, les archives départementales, et on peut consulter, bon, en général plutôt en microfilm, mais on peut aussi voir des originaux. Ça, c'est la source directe. La source indirecte, c'est par exemple quand ça a été édité. Alors, il y a eu une mode à la fin 19e, il y a énormément, dont... Alors là, je vous ai mis Régnier, bon, là c'est juste une image qui fait penser. Jean Régnier, un archiviste, a par exemple fait une compilation de plus de 3400 actes qui m'intéressent à moi parce qu'il s'est intéressé donc aux actes qui concernaient les Juifs pendant
règne de roi de la couronne d'Aragon. Et dans ces actes, moi, je vais pouvoir repérer en fait des mentions d'objets. Donc, on a des archives notariées, on a des archives royales, et sixième problème, récemment, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait de la littérature religieuse? Alors, il y a deux parties. Il y a grosso modo les lois religieuses, donc la Bible, Mishneh Torah, tout ce qu'on appelle le Talmud, etc., des prescriptions, où là, on voit la notion d'objet théorique. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la vaisselle dans tel et tel cas? Donc, on va parler des objets, mais en général. Et puis, il y a un autre cas, c'est les responsa, c'est des sortes de lettres entre rabbins, avec des cas pratiques. Alors, il y a un tel qui s'est rendu compte qu'on avait mis du lard sur les panneaux de bois des tonneaux, ce qui fait que du coup, le vin qui était dedans, est-ce qu'il est cachère ou pas? Parce que le lard, évidemment, c'est pas cachère. Donc là, on a un cas qui est vraiment pratique, qui concerne un objet. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le mettre dans le corpus, les responsa, qui mentionnent des objets. Donc là, par exemple, on a les responsa d'un rabbin qui était à Barcelone, à Valence et à Saragosse, c'est Bar Cézet. Et donc, je me suis dit oui. Donc ça vient éclairer le corpus quand c'est théorique, mais sinon ça peut rentrer dans le corpus quand ce sont des cas pratiques. Et dernier problème, en préparant un colloque, je me suis rendu compte qu'en parlant des mezuzot, il y avait des traces architecturales. Les mezuzot, c'est des petits trucs qu'on met à l'entrée et qu'on peut voir sur les façades, donc du coup, surtout à Gérone, mais aussi à Besalú et à Castelló d'Empúries. Et là, je me suis dit, si on parle de textes qui mentionnent des objets, pourquoi ne pas inclure l'archéologie qui nous montre des traces qui sont finalement comme des mentions d'objets aussi, mais dans le paysage. Donc voilà, on a fini les 7 minutes pour les 7 problèmes, il me reste quelques secondes pour vous dire en conclusion qu'on retrouve ici quand même toute l'importance des sciences dites auxiliaires. Vous avez vu, on a navigué avec l'archéologie, un petit peu même la littérature. Donc on a fini par rassembler énormément de sources et voici mon corpus final qui n'est qu'un exemple pour étudier les objets en histoire. Y a-t-il des questions? Juste par rapport au document, est-ce que vous n'utilisez pas aussi des représentations de l'époque? Parce que vous devez avoir des objets, il doit y avoir des correspondances entre ce qui est dans les musées, ce qui est dans les sources, les usages commentés, et puis ce que va vous montrer aussi l'image, et ça peut être en tout cas un apport intéressant. Alors justement, l'iconographie, j'avais pensé au tout début, et je l'ai vite écartée, parce que je commençais à rassembler. Il y a eu 3 raisons en fait. Bon, déjà, j'avais pensé à la Bible de Perpignan, où il y a des jolis objets qui sont représentés. En fait, c'est irréaliste, c'est-à-dire que j'avais lu quelque part qui disait qu'il y avait une distorsion. Évidemment, ceux, par exemple, qui travaillent sur les vêtements, je me souviens plus des noms, mais il y a eu un ouvrage récemment qui était super là-dessus, elle a pu se servir de l'iconographie. Mais pour tout ce qui est objet en particulier, lié un peu au culte et tout, il y a un aspect d'idéalisation qui est tellement marqué qu'on est très loin, en fait, on ne peut pas mener une véritable enquête. Ça va être vraiment, c'est trop sur les représentations. C'est des objets plus imaginaires finalement que réels. Donc voilà, c'est pour ça. Ensuite, la deuxième raison, c'est que j'ai trouvé carrément un bouquin qui en parlait, qui parlait du mobilier à travers les représentations. Et ça avait un nom qui n'avait absolument rien à voir d'ailleurs. C'était l'archéologie de l'absence, je sais pas quoi, à Byzance. Il est à la BU là. Donc vraiment très intéressant. Je ne m'attendais pas à ça et ça parlait de ça. Donc je me suis dit, c'est déjà fait. Et puis, et pour revenir, c'était vraiment cet aspect que finalement, ça ne correspondait pas trop à la méthode historienne. Enfin, voilà. Ça, c'est encore, on retombe finalement dans le débat, parce que moi, du coup, je suis un peu, comme on dit, entre deux chaises, puisque je suis entre histoire et histoire de l'art, puisque le premier diplôme, c'est quand même histoire de l'art. Et donc, du coup, oui. Non, l'iconographie, c'est un terrain très glissant et très... et pour ce cas-là, ça ne m'a pas aidée, mais ça ne m'empêchera pas d'émailler par-ci, par-là. Par exemple, quand je veux parler de la rouelle, c'est super intéressant de voir que, par exemple, dans le chœur de la cathédrale de Tarragone, il y a une représentation médiévale, donc contemporaine, d'un juif avec la rouelle. Ça nous donne quand même, c'est un petit peu indicatif. Mais au-delà de quelques exemples comme ça qui viendront illustrer, je ne pouvais pas me permettre en fait de faire un corpus. C'était voilà, il y avait trop de distance. Mais c'est sûr, c'était logique.